Bon, eh bien, merci à ceux qui ont bien voulu finir leur déjeuner à l'heure, puisque effectivement, nous contre la terrasse, c'est quand même vous êtes d'accord que le combat est très déséquilibré, mais bon, c'est comme ça. Alors, on va pour réveiller, voilà, et faciliter votre digestion, je l'espère. On va vous parler donc d'un sujet qui nous est venu, qu'on a intitulé donc "Et si le Bitcoin était une valeur refuge meilleure que l'or?" Voilà, c'est le grand sujet de philosophie de ce début d'après-midi. Et pour introduire le sujet, je vais utiliser Michel Fugain. Vous allez me dire, c'est quand même une drôle de façon d'introduire. Alors, je ne vais pas chanter, parce que sinon, je crains que ce joli soleil se transforme en pluie. Et donc, je vais juste vous rappeler les premiers couplets. Donc, c'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait là-bas vers le brouillard et elle descendait dans le midi. Ils se sont retrouvés au bord du chemin à contempler le Bitcoin. Voilà, elle, c'est moi. Je suis donc économiste et donc je suis une convaincue de la première heure du Bitcoin. Et donc, en fait, dès que j'ai rencontré le Bitcoin, en tout cas, j'ai connu son existence, j'ai tout de suite compris qu'il y avait une révolution derrière le Bitcoin et que de savoir si oui ou non c'était une monnaie ou pas, c'était en fait, on pouvait aller au-delà du débat et surtout voir dans le Bitcoin en fait une porte vers la liberté. Donc, de ce point de vue-là, j'ai Messaoud qui, lui, s'est interrogé en fait sur le Bitcoin parce qu'il était insatisfait, donc lui, financier, insatisfait de la façon en fait dont le Bitcoin était traité par le monde financier traditionnel et qui avait aussi le sentiment que la valeur du Bitcoin, ça reflétait d'autres choses que seulement de savoir si c'était une classe d'actifs à part et qu'au-delà de ça, c'était aussi sans doute un sentiment. Donc, de cette rencontre est née cette question de recherche académique et est née cette collaboration. Et à travers cette collaboration, on a eu envie de voir si, en fait, le Bitcoin pouvait apporter un plus à la gestion de portefeuille et aller au-delà de la vue simpliste de savoir que le Bitcoin peut ajouter du rendement ou se focaliser sur le couple rendement-volatilité et voir s'il n'y avait pas autre chose derrière le Bitcoin. C'est pour ça qu'on a décidé d'investiguer cette question de la valeur refuge, c'est-à-dire du rôle en fait géopolitique du Bitcoin. Alors là, je vais passer par l'illustration en images. Donc ici, on voit la situation de l'Argentine en 2002. C'était l'épisode du Corralito. Voilà, après avoir eu quelques décennies un peu apaisées, l'Argentine renoue avec l'instabilité à la fin des années, enfin au début des années 2000. Et le Corralito, ça a signifié en fait la limitation des retraits des comptes et surtout le contrôle des changes, c'est-à-dire l'impossibilité de sortir de l'argent du pays. Donc là, les Argentins sont pris au piège, puisque dans ce cas-là, en 2002, on ne pouvait pas faire autrement, c'est-à-dire qu'on était pieds et mains liés, puisqu'en fait, il n'y avait pas d'alternative. Et là, on voit 17 ans plus tard, le même phénomène, les mêmes décisions prises par les pouvoirs publics libanais face à la crise économique qu'ils traversent. Et là, la situation est tout autre pour les Libanais, puisque entre-temps, le Bitcoin est né et ils vont pouvoir effectivement, ils vont très rapidement comprendre l'utilité du Bitcoin puisque grâce au Bitcoin, ils vont pouvoir effectivement protéger leurs avoirs. On a donc regardé un peu plus près les différents épisodes qui ont pu lier des événements économiques importants. Donc là, le premier, c'est la crise chypriote bancaire. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc à l'époque, ce qui se passe, c'est que les banques chypriotes ayant fait faillite, ont une décision assez surprenante et prise par les pouvoirs publics. On décide en fait d'utiliser les dépôts des non-résidents pour éponger les pertes, ce qui n'arrive en général jamais, parce qu'en général, on est assuré sur ces dépôts. Les dépôts ne sont jamais, en tout cas en dessous de 100 000 euros, ne sont jamais utilisés pour rembourser des dettes d'une banque. Et là, une décision inédite est prise
Et c'est ce qui se produit donc à cette époque, en mars. Donc on s'aperçoit, alors je suis nulle avec les pointeurs, je suis désolée. Donc on voit que pour le Bitcoin, donc l'événement se passe au mois de mars. Et on voit effectivement que pour le Bitcoin, ça s'inscrit à un moment où il va en fait tout simplement continuer à monter après cet événement, cette décision très, très unique prise pour lutter contre la crise bancaire. Lorsqu'on regarde l'or, eh bien en fait l'or ne manifeste pas de réaction particulière. Vous voyez, bon, il y a une petite hausse mais qui se tasse et ensuite il va plutôt baisser. Quand on regarde le S&P 500 aux États-Unis, bon, pareil, il n'y a pas de mouvement, mais en tout cas, il n'y a pas d'impact négatif significatif. Et quand on regarde les bons du Trésor américain, on voit que, par contre, eux, leur rendement diminue, ce qui veut dire qu'effectivement, on en demande davantage. Autre épisode pour effectivement continuer à voir ce lien entre géopolitique et Bitcoin. Cette fois-ci, c'est la crise de la dette grecque. Donc là, on voit en effet au mois de juillet, lorsqu'elle se produit, on voit le Bitcoin dans dans un trend de hausse. Et donc l'événement grec, effectivement, va en tout cas continuer à alimenter la hausse qui se dessine déjà avant. Si on regarde du côté de l'or, on s'aperçoit qu'effectivement l'or ne manifeste pas de réaction particulière. Il baisse même un petit peu au départ, mais après on a une stabilité pour après baisser. C'est un peu les mêmes résultats que dans l'épisode précédent chypriote. Si on regarde le S&P cette fois-ci, on s'aperçoit qu'effectivement l'événement grec, lui, a plutôt une conséquence en fait, et les États-Unis apparaissent comme une manière de se protéger, puisque là on voit que le S&P remonte. Et quand on regarde par contre le titre d'État américain, on voit que là il y a une hausse du prix, ce qui veut dire qu'en fait on a plutôt, excusez-moi, une hausse du rendement, donc il y a une baisse du prix, donc là il ne joue pas son rôle en fait de valeur refuge. Maintenant, autre événement important qu'on a pu relever au cours du temps, le Brexit, qui a été un moment pareil de changement radical de contexte institutionnel, donc la décision très, comme diraient les Américains, bold, de sortir de l'euro. Et là, on s'aperçoit que le Bitcoin, en fait, il y a un impact assez modéré sur l'évolution des cours par rapport, il est sur un trend légèrement haussier, vous voyez, dans cette partie-là. Si on regarde l'or, là par contre, effectivement, l'or est plutôt sur un trend haussier qui va continuer. Le S&P, lui, baisse fortement. Et pour les gouvernements, le rendement des bons du Trésor américain, on voit qu'effectivement, vous avez donc un prix du bon du Trésor qui augmente puisque le rendement baisse. Donc là, à la fois, à nouveau, il joue son rôle de valeur refuge. Et là, cette fois-ci, on passe à l'événement politique purement. Donc là, c'était les précédentes élections, c'est la victoire de Trump. Et là, on voit également, on note dans ces événements politiques que finalement, l'effet sur le Bitcoin, en tout cas, le Bitcoin monte fortement à cette occasion, puisque on a l'élection le 7 novembre et on voit qu'il y a un pic en fait à partir du 9 novembre. Donc là, on a plutôt été dans le registre de l'instabilité économique et le coût politique, l'accès de Trump au pouvoir. Donc là, on revient plutôt à la géopolitique, à la réconciliation des deux. Et ce qui a symbolisé en fait l'épisode de géopolitique, sans doute, c'est la guerre ukrainienne, puisque à cette occasion, effectivement, on a vu pour la première fois le réseau Bitcoin se mobiliser en fait pour pouvoir rassembler des fonds afin de pouvoir aider à parer à cet acte donc de guerre de la part des Russes, de cette invasion. Donc tous ces éléments mis bout à bout, on s'est dit
que c'était sans doute intéressant d'aller voir dans quelle mesure le Bitcoin, de par son caractère apolitique et surtout incorruptible, peut jouer en fait un rôle dans la gestion de portefeuille. Donc pourquoi, là je vais sans doute prêcher des convaincus, évidemment, la raison pour laquelle le Bitcoin a cette caractéristique donc de porte sur la liberté quand on est dans des États qui oppressent, eh bien c'est tout simplement parce qu'effectivement vous contrôlez vos fonds, l'État ne peut rien faire contre vous à part débrancher les machines, hein, c'est la seule façon qu'elle peut trouver pour effectivement combattre le Bitcoin. Et comme il reste relativement, non pas complètement anonyme, bon là c'était mis anonyme, mais je ne pouvais pas le modifier, donc c'est plutôt pseudonyme, il n'y a pas effectivement de hack et on a une continuité des échanges puisque c'est du 24 sur 24 et 7 jours sur 7. Et évidemment, ce système s'oppose au système traditionnel qui est lui centralisé et qui va donc être sous le joug de l'État qui va contrôler. Donc ça, c'est effectivement la différence entre les deux. Donc à partir de là, l'hypothèse, c'était de voir si en effet, lorsqu'on met du Bitcoin dans un portefeuille, le Bitcoin peut contribuer en fait à couvrir le risque géopolitique. Et pour la partie plus gestion de portefeuille, je passe donc la parole dans les temps à Messaoud. Presque dans les temps. Okay. Bonjour à tous. Donc en fait, notre recherche, qui est relativement appliquée ici, elle a adossé un article scientifique qui est en ce moment en train d'être revu dans un journal académique. Et le titre de cet article, alors il est moins clair que le titre de cette présentation, c'est « Is Bitcoin the best hedge against geopolitical risk ?» Okay. Donc la question, en fait, en soi, elle sonne bien, mais elle n'a pas de sens. Puisque, en fait, il faut clarifier. La clarification, elle vient du fait qu'on prend la perspective d'un investisseur US, ça ne changerait pas grand-chose si c'était un investisseur euro, mais c'est toujours plus apprécié par les revues quand on prend un investisseur américain, qui est exposé au marché actions et qui se dit, comme ça s'est passé récemment, voilà, j'ai le risque, suite à des événements géopolitiques comme la tension entre l'Ukraine et la Russie, mon portefeuille perd de sa valeur. Donc comment je fais, tout en m'exposant à ce risque action, pour me protéger contre ce risque de crash, on va dire, d'origine purement géopolitique. D'accord ? Donc il y a une littérature bien établie en ce qui concerne l'ajout du Bitcoin dans des portefeuilles pour maximiser le trade-off rendement-risque, d'accord ? Et la réponse à la question, c'est combien il faudrait mettre de Bitcoin pour se protéger ? C'est à peu près 2-3%, et là, vous allez booster vos rendements ajustés pour le risque. Mais on ne comprend pas bien la causalité ou la motivation pour rajouter le Bitcoin ou d'autres crypto-devises d'ailleurs dans votre portefeuille. Et nous, c'est ça qu'on a voulu illustrer ici, d'accord ? Donc en fait, je vous montre un tableau, je ne sais pas si vous pouvez voir clairement, c'est pas top, issu de l'article en question. C'est une matrice de corrélation entre différents actifs. Alors on a choisi le S&P 500 pour représenter votre exposition au marché equity, et puis ensuite plusieurs candidats pour des valeurs refuges. Alors si on vous dit quand je pose la question à des gens de tous horizons, des investisseurs, des étudiants, des profs, quelle valeur refuge vous allez mettre dans votre portefeuille pour vous protéger contre les risques géopolitiques ? La plupart des gens, la valeur refuge, voilà, c'est le cerveau archaïque qui parle, c'est l'or. Et moi-même, c'était la réponse qui me venait naturellement. D'accord ? Et je ne conteste pas ici, malgré les résultats que vous allez voir, que l'or est une valeur refuge, mais il y a plusieurs types de risques, donc il y a plusieurs types de refuges que vous allez chercher. Et nous, ici, on s'intéresse aux risques géopolitiques. Donc, certains pensent aussi aux francs suisses ou au bon du trésor américain. D'accord ? Et pourquoi, en fait, le Bitcoin est très apprécié dans les portefeuilles ? Parce que l'alpha et l'oméga de l'investissement, de la gestion de portefeuille, c'est la diversification. Et donc, vous voulez des actifs qui soient le moins corrélés possible. Et quand vous regardez la corrélation donc dans cette colonne-là, entre le Bitcoin et les différents actifs, vous voyez qu'on est proche de zéro. Donc c'est ça que vous voulez en fait quand il y a des événements géopolitiques ou macroéconomiques qui blessent votre portefeuille. Vous voulez un actif qui vient compenser par le fait qu'il n'est pas corrélé avec le reste de votre portefeuille. Et d'ailleurs, là où on se rejoint par des chemins un peu divers entre Nathalie et moi sur pourquoi on pense que le Bitcoin et les cryptos en général ont un avenir radieux devant eux,
ma perspective, c'est parce que les investisseurs institutionnels vont chercher cette décorrélation, d'accord, pour justement améliorer leur ratio rendement-risque, d'accord. Alors donc, voilà, le constat que je suis en train de faire, c'est, OK, on a peu de corrélation entre le Bitcoin et les autres actifs, en tout cas ces actifs refuges, vous pouvez généraliser le raisonnement à beaucoup d'autres actifs. Sauf que souvent, les chiffres vous mentent quand vous les regardez pas dans le détail, parce que ça, c'est une moyenne. Quand vous regardez les corrélations historiques, donc vous avez la corrélation historique entre les différents actifs que je viens de citer, donc Bitcoin, francs suisses, bons du trésor et actions, et vous voyez qu'en fait, ces corrélations, suivant la période à laquelle vous les analysez, elles varient tout le temps, quoi. D'accord. Donc vous avez voilà, un spectre de variation entre moins 0,4 et 4. Donc quand vous basez en fait la constitution de votre portefeuille et que vous vous basez sur du long terme pour prendre votre décision d'investissement sur un chiffre observé à un moment, bah, le problème c'est que cette corrélation elle va varier, elle va peut-être pas vous servir au moment où vous en aurez besoin. D'accord. D'autre part, puisque la question ici c'est le risque géopolitique, la première chose que vous allez regarder pour voir si un actif sert votre envie de vous protéger contre ce risque-là, enfin de protéger votre portefeuille contre ce risque-là, c'est la corrélation entre le risque géopolitique et l'actif en question. Alors, juste une chose, le risque géopolitique ici, il est mesuré par un index qu'on appelle, l'indice GPR. C'est des académiques américains, Iacovello en l'occurrence, qui a développé cet indice et qui mesure à partir de voilà d'intelligence artificielle, enfin de l'analyse de texte dans 11 journaux internationaux. Voilà le sentiment de risque géopolitique dans le monde. D'accord. Donc c'est cet indice-là, voilà, qui est notre proxy, notre approximation pour le risque géopolitique. Ok. Et vous voyez donc cette corrélation aussi entre les actifs en question et le risque géopolitique. Donc les 4 actifs sont représentés là. Elle varie aussi en fonction du temps. Mais par contre, ce que vous pouvez remarquer, c'est que elle varie par régime et voilà, il y a des jumps, okay, des sauts de corrélation, probablement dû à certains événements, et ensuite on revient à un régime plus ou moins normal. Donc là, c'était ce qui nous intéressait, c'était le Bitcoin. Même la corrélation entre le Bitcoin et le risque géopolitique, elle n'est pas claire là, d'accord. Donc voilà comment on a un modèle un peu technique, un peu mathématique pour analyser cette corrélation. Et en fait, nous, ce qui nous intéresse finalement, c'est le risque géopolitique. Bon, il varie de façon voilà, on va dire lisse la plupart du temps. Et quand il y a des gros événements comme des événements au Proche-Orient ou bien ce qui s'est passé en Ukraine, ben, là, il y a des sauts de risque géopolitique. Et ce qui nous intéresse, c'est comment ces sauts-là impactent les différents actifs et comment ils réagissent les uns envers les autres. Donc, en fait, si on regarde en particulier la guerre Ukraine-Russie, donc quand l'invasion commence, vous voyez que vous avez le Bitcoin ici qui monte, qui augmente, et les autres marchés, actions, qui diminuent. D'accord. Et donc, il y a un saut ici de risque géopolitique qu'on pense être associé avec l'évolution des marchés, dans un sens pour le Bitcoin et dans un autre sens pour pour les marchés actions plus classiques. D'accord. Donc, la première chose qu'on doit faire pour arriver à une conclusion un peu scientifique, qu'ensuite vous pourrez utiliser pour structurer votre portefeuille, donc j'ai 2 minutes, c'est parfait pour finir, c'est évaluer cette probabilité de crash dû au risque géopolitique. Donc c'est ça que vous voyez dans le graphe derrière moi. En fait, ce que vous voyez, c'est une fonction un petit peu presque binaire, quoi. On passe de 0 à gauche et au fur et à mesure que le risque géopolitique, c'est l'axe horizontal, augmente, tout d'un coup, paf, on atteint un niveau critique et la probabilité de crash dû au risque géopolitique sur les marchés actions augmente brutalement et elle se stabilise. D'accord. Alors la probabilité, elle monte à 2%. Vous allez me dire, c'est pas grand-chose, mais ce qui se passe, c'est que la probabilité, c'est voilà une espèce de latence du risque. Et quand le risque se matérialise via l'invasion de l'Ukraine, ça y est, le risque est réalisé, on ne parle plus de probabilité. Donc une fois que vous avez ça, donc si vous voulez, c'est un des paramètres qui vous permet de savoir combien de Bitcoin ou d'autres actifs vous devriez mettre dans votre portefeuille pour vous protéger. Le deuxième élément, c'est comment chacun des actifs que vous prétendez, qu'on pense être des valeurs refuges pour notre portefeuille, comment ces actifs répondent. D'accord. Donc ça, on arrive à le quantifier avec notre modèle et je vais vous expliquer ce graphe qui peut être un petit peu manquer de clarté comme ça. En fait, le chiffre que je dessine ici, c'est s'il y a un crash
sur le marché equity, donc symbolisé par le S&P 500, comment va réagir l'actif refuge en question. Donc, par exemple, je vais prendre ici les Treasury Bonds, qui sont les moins intéressants pour nous. Eh ben, ils ont une réponse légèrement positive. Ça ne veut pas dire qu'il vous protège. Au contraire, il va aller dans le même sens que le crash. Et là, le paradoxe, c'est-à-dire que pour un crash d'origine géopolitique sur les S&P 500, ce qu'on trouve, c'est que les Treasury Bonds, en fait, ne vont pas vous protéger. Au contraire, ils vont amplifier ce crash si vous en avez dans le portefeuille. Pourquoi? Bon, je vais vous donner une minute pour conclure. Pourquoi? Parce qu'en fait, même les États-Unis, probablement, leur économie, etc., risquent d'être impactés par une guerre qui pourrait, dont la magnitude pourrait augmenter et déborder des frontières ukrainiennes. D'accord? Alors voilà. Donc vous voyez, ici, on a le franc suisse. Donc le franc suisse, qui était une devise qu'on pensait être. Alors donc c'est le taux de change dollar-franc suisse. Il confirme l'intuition qu'on avait sur son statut de valeur refuge. Donc, puisqu'il a une réaction négative au crash, ça veut dire que lui, quand le crash arrive sur les marchés financiers, le franc suisse augmente et en fait, il multiplie grosso modo par 7 ou 8 sa réponse. Donc, c'est un super protecteur. Et évidemment, et donc, on était agnostique quand on a fait nos expérimentations, on a fait tourner nos estimations avec le modèle, et puis voilà. Et on était quand même satisfait de voir que le Bitcoin, il avait une réponse beaucoup plus forte que le franc suisse pour vous protéger. Donc quand il y a un crash d'une unité sur le marché action, donc le marché action baisse violemment, le Bitcoin, le prix du Bitcoin va monter par un effet 8 fois supérieur. Et donc, le problème qu'on a et qui, à mon avis, va générer vos questions, et pour lesquelles je n'ai même pas forcément de réponse, c'est l'or. Tout en haut, là. Ce qui se passe, c'est qu'en cas d'après notre modèle, d'après nos données, voilà, on pourrait changer de période, avoir d'autres résultats, je ne sais pas. Encore qu'on a plusieurs périodes d'analyse qui vont grosso modo de la disponibilité des prix pour notre expérimentation jusqu'à 2023, comme ça on englobe les événements en Ukraine. Eh bien, l'or, en fait, ne va pas vous protéger contre le risque géopolitique intrinsèque au marché action américain. Au contraire, il va vous pénaliser et donc augmenter la perte de votre portefeuille. Voilà. Alors, je vais terminer en parlant donc, juste si on doit retenir quelque chose de cette présentation, c'est souvent on vous demande c'est quoi votre devise dans la vie. D'accord? Moi, je préconise le franc suisse ou le Bitcoin. Voilà. On s'est compris. Voilà. Et juste quelque chose que je voulais, sur lequel je vais conclure, c'est on a ce concept de la diversification et certains universitaires ont créé ce concept parallèle, le mythe de la diversification. En fait, ce qui se passe, c'est que la diversification, c'est souvent un mythe parce qu'avec la plupart des actifs, quand il y a une crise, souvent on dit voilà, tous les actifs sont deviennent hyper corrélés, tout baisse quoi, grosso modo, à part quelques actifs refuges en l'occurrence. Et donc en fait, au moment où vous avez le plus besoin de la diversification, c'est là qu'elle vous lâche. Et ben et ce sera ma conclusion, dans le cadre du risque géopolitique, ce qui se passe, c'est que si vous prenez les actifs refuges, on va dire fantasmés par rapport au risque géopolitique, comme l'or et les bons du Trésor américain, en fait, la corrélation augmente quand le risque géopolitique augmente, d'après nos résultats. Alors que, donc là, on a un mythe de diversification. Alors que, dans le cas du Bitcoin et du franc suisse, la corrélation diminue au moment où le risque géopolitique frappe, et donc, ça confirme en fait le fait que ce sont les deux actifs, parmi ceux qu'on a sélectionnés, que vous voulez avoir en portefeuille, dans le cas d'événements brutaux liés à la géopolitique. Et je vais m'arrêter là. On a encore du temps pour les questions. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Non? Ah si, on a une question. Bonjour. J'ai trouvé ça très intéressant, merci. La question que je me pose, c'est à quoi est due justement cette décorrélation du Bitcoin,
qui nous protège en cas de crash géopolitique. Et est-ce qu'avec une adoption plus importante de Bitcoin, le Bitcoin ne risquerait pas d'être plus corrélé au marché action? Alors, la première partie de la question, je vais laisser Nathalie répondre parce qu'elle aime bien expliquer la causalité de la décorrélation. Parce que tout à l'heure. Oui, tout à fait. En fait, la décorrélation du Bitcoin, en tout cas, moi, c'était l'intuition donc avec laquelle je suis venue quand on a travaillé ensemble. En tout cas, c'est toujours ce qui m'a intéressée dans le Bitcoin, c'est qu'effectivement, c'était la première fois qu'on avait un moyen de transférer de l'argent voilà, qui ne soit pas sous le joug de l'État. Comme on l'a illustré avec les photos, effectivement, voilà, vous demandez à des gens dans des pays qui ont de l'instabilité financière et monétaire, ou en tout cas il y a des contrôles sur comment ils peuvent gérer leur argent, ils vous diront que leur vie a changé parce qu'ils ont pu en fait sortir en Bitcoin. Bon, même si après ils utilisent du stable, mais néanmoins c'est quand même ça. Le Bitcoin, il a commencé comme ça. Donc ils ont compris pour moi, qui était une des caractéristiques très fortes par rapport à notre système monétaire actuel, c'était qu'effectivement, il échappait en fait à l'autorité de l'État. Et par conséquent, il permettait enfin à des gens de pouvoir se libérer et d'aller effectivement planquer leurs sous en dehors d'État. Et ça, c'est une vraie révolution par rapport à avant. Puisqu'avant, c'était compliqué. Enfin, quand vous avez un contrôle d'échange, vous avez un contrôle d'échange. Alors évidemment, il est toujours, on peut le contourner, notamment avec l'argent liquide. Mais il faut l'avoir déjà retiré avant. Parce qu'une fois que vous êtes bloqué, vous êtes bloqué. Donc en fait, pour moi, ça a été mon intuition depuis très longtemps. Donc je cherchais effectivement quelqu'un qui était plutôt capable d'intégrer ça dans les portefeuilles. Mais pour moi, il vient de là, la décorrélation liée aux critères de crise, en fait, que ce soit une crise, donc crise géopolitique, crise économique. Et voilà, c'était la raison de la décorrélation. D'accord. Pour l'adoption, merci pour la question, je n'avais pas pensé, c'est hyper intéressant. Alors d'abord, on parle d'adoption au sens des investisseurs ou au sens général où il va y avoir de plus en plus de transactions faites en Bitcoin? Je parle plutôt d'une adoption institutionnelle qui pourrait du coup, à mon sens, je pourrais imaginer corréler davantage le marché de Bitcoin au marché traditionnel. Oui, c'est possible. Alors aujourd'hui, moi je suis persuadé que les institutions financières qui décriaient le Bitcoin et disaient un peu tout et n'importe quoi dessus et qui aujourd'hui créent des fonds en Bitcoin ou bien des banques plutôt commerciales qui autorisent des comptes en Bitcoin, peut-être un peu plus aux États-Unis qu'en Europe. Donc elles ont changé de perspective. Alors, difficile de répondre à la question, mais j'ai quelques intuitions. La première chose, c'est que... Alors, la raison pour laquelle... Il y a deux choses. Pourquoi le Bitcoin potentiellement protège votre portefeuille? C'est pour les raisons, la causalité que vient de décrire Nathalie. C'est sûr que quand il y a des mouvements brutaux, le Bitcoin va bouger en sens opposé au marché plus traditionnel, mais il y a aussi la magnitude. On a vu un facteur 12 ou 13, etc. C'est sûr que si on a plus d'adoption par et donc la volatilité en fait du Bitcoin intrinsèque, bon, c'est ça qui aussi attire les investisseurs. S'il y a plus d'adoption, d'accord, de manière générale, on peut penser que cette volatilité-là, elle va baisser. Et donc, même si l'effet protecteur reste, à savoir s'il reste, de toute façon, il va diminuer. Ça, c'est sûr. Après, quand j'ai dit ça, pour moi, ça manque un peu de rigueur parce que souvent dans les marchés nouveaux, ce qui se passe, que ce soit le Bitcoin ou avant certaines matières premières ou certains types de produits dérivés, les marges, la volatilité, etc., est plus importante au début du cycle de vie du sous-jacent. Puis après, il y a une espèce d'effet de meute où tous les participants viennent et ça vient lisser la volatilité et les marges, etc. Sauf que pour qu'un cet effet s'atténue, il faut qu'il n'y ait pas que tous dans les marchés classiques, on va dire, il faut que tous les intervenants ne soient pas dans le même sens. Vous voyez, il y a certains produits structurés, par exemple actions, ce qu'on appelle les auto-callables, où toutes les institutions financières sont dans le même sens. C'est-à-dire elles achètent, et il y a personne, enfin elles achètent aux clients retail des options, et puis au moment où ça se retourne, elles ont besoin des mêmes besoins de couverture, et il y a des phénomènes extrêmes qui se passent. Donc si vous n'avez pas un marché équilibré avec des incitations différentes, c'est pas parce que vous aurez beaucoup d'adoption. Si l'adoption va toujours dans le même sens, si les institutions financières ont une exposition au risque toujours similaire,
la volatilité va pas forcément baisser. Mais voilà, en tout cas, si on a un marché plus équilibré avec une vraie liquidité et des types d'incitation à acheter ou à vendre du Bitcoin différentes, là, effectivement, le pouvoir protecteur par rapport à ce risque-là et d'autres risques peut s'atténuer. Voilà, c'est mon mode de réflexion. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être une là, rapidement. Merci beaucoup à tous les deux, c'était hyper intéressant. J'ai une question pour toi, Nathalie, surtout, notamment par rapport à la source que vous utilisez, cette étude académique, donc qui démontre que Bitcoin a explosé, par exemple, au moment de la crise chypriote, 2013-2014, de la Grèce, du Brexit. Dans le cas de l'Ukraine, je trouve ça assez pertinent, mais est-ce qu'on est sûr, en fait, qu'en 2013-2014, Bitcoin explosait pour des raisons géopolitiques? Non, là, c'est effectivement, on ne peut pas dire que ce soit une corrélation directe, hein, tout à fait. C'est pour ça que, du coup, on va sur des événements, quand on va faire le test, c'est sur des crashs. On regarde la partie crash. Là, c'était pour montrer qu'effectivement, il n'y a pas, en tout cas, sur ces événements-là, le Bitcoin n'est pas non plus descendu par rapport à d'autres. C'est-à-dire que les mouvements sont. On voit bien que le Bitcoin, Bon, ça avait du sens hein, avec la crise chypriote, puisque de toute façon, c'est pareil. Les personnes qui étaient touchées voulaient essayer de sortir leur argent pour pas être touchées après pour pas être bloquées en fait, tout simplement. Et on retrouve, et c'était la même chose en Grèce. D'ailleurs, ça avait été repris dans certaines études parce qu'effectivement, on s'était aperçu que comme on avait imposé une limite au retrait. C'est pour ça que du coup, certains en comprenant que ça allait se mettre en place, avaient en fait viré en crypto-monnaie pour fuir la contrainte. Donc en fait, c'est pour ça qu'on a pris ces épisodes. Ouais, et je voulais rajouter un petit quelque chose, enfin deux petits quelque chose, deux gros quelque chose. En fait. Alors le premier, c'est en fait les chiffres. On montre des chiffres souvent pour illustrer, c'est des anecdotes, ça permet de rendre concret. Mais bon, les chiffres, les statistiques, c'est comme les hommes. Si on les torture, ils vous diront ce que vous voulez. Donc alors, il y a les premiers chiffres qu'on a montrés, c'était pour l'anecdote, pour l'intuition. Par contre, la deuxième partie, donc l'article scientifique, il est de nous. Hein, on n'a pas. Là, il y a vraiment un modèle et on est vraiment focalisé sur le risque géopolitique et la causalité, l'origine du risque analysé et de la réponse de chacun des actifs vis-à-vis de ce risque. C'est bien, on pointe bien sur le risque géopolitique. Ceci dit, il y a d'autres risques. Le risque d'incertitude politique, le risque de certaines politiques domestiques et d'autres risques. Et quelque part, ils peuvent avoir des facteurs endogènes, c'est-à-dire ils sont corrélés, quoi. Les uns influencent les autres, etc. Et c'est vrai que quand on se focalise sur un risque seulement, on n'est pas très exhaustif. Donc, on a un projet en fait de recherche avec Nathalie où justement on va essayer d'avoir une vision exhaustive de tous ces risques, de les prendre tous en compte et de voir quel est vraiment celui qui a le plus d'impact. Donc, c'est une réponse préliminaire, on va dire. Merci pour la réponse et je suis très preneur pour lire cet article une fois qu'il sera disponible. Lequel? Le prochain? Le prochain, ouais. D'accord. Okay. L'année prochaine, on revient. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On peut encore prendre on a fini. C'est terminé. Elle m'a dit stop.